Depuis le 13 mai 2001, il est ambassadeur de Pologne en France. Chef de mission diplomatique, il représente donc son pays auprès du gouvernement français. Tout au long de cette semaine, nous allons découvrir un homme riche de son expérience professionnelle, de sa famille aussi, composée d'une épouse et de 9 enfants, de sa foi catholique dont il ne se cache pas. Et puis ce sera l'occasion de parler des valeurs qui lui tiennent à cœur, la fidélité, la famille, et d'en apprendre un peu plus sur la Pologne et sur son rôle au sein de l'Union européenne. Monsieur l'ambassadeur, Jan Tombiński, bonjour. Bonjour. Je vous appelle monsieur l'ambassadeur, c'est ça? C'est comme ça qu'on vous appelle. On appelle les ambassadeurs, les ambassadeurs. Alors, on va partir comme ça. Vous êtes en France depuis 5 ans? Depuis à peine 5 ans. À peine 5 ans. Vous avez déjà dépassé votre mandat de 4 ans d'ambassadeur. C'est que le pays vous plaît? Et c'est pas que le pays me plaît, ça va de soi, mais c'est un choix notamment des autorités politiques polonaises qui décident sur la longueur du mandat de chacun des ambassadeurs. Alors, je n'étais pas remplacé, ce que pour moi est une preuve assez réconfortant que mon travail en France n'est pas jugé nul. Alors, ça me réconforte dans mon fonctionnement ici comme l'ambassadeur de Pologne. Alors, comme je le disais en introduction, on sait qu'un ambassadeur représente son pays auprès d'un autre pays, mais à quoi ça ressemble la journée d'un ambassadeur? Une journée de type, ça pourrait ressembler à quoi? Même si on se doute qu'elles ne se ressemblent pas toutes, mais... Ça ressemble à la fois à la vie d'un journaliste, comme ainsi à la vie d'un homme politique et d'un politologue. Alors on fait le mélange de tout. D'abord, on essaye de suivre les événements, d'être au courant sur ce qui se passe dans le pays. On essaye aussi de faire des commentaires pour notre propre gouvernement, les analyses qui servent à d'abord trouver les sujets qui peuvent être soumis à une coopération entre la France et la Pologne, qui influencent aussi la politique de la Pologne, comme aussi qui peuvent enrichir la connaissance de l'administration polonaise de ce qui se passe dans le monde. Et troisièmement, on est aussi quelqu'un qui mène le débat, le dialogue avec les hommes politiques en France en présentant les positions polonaises, la politique polonaise, ainsi comme avec les hommes politiques polonais pour présenter les grandes lignes de la politique française, les contraintes, le contexte de telle ou l'autre action. Alors on est un peu polyvalent, disons, dans cette action, en faisant aussi beaucoup de ce qui est la promotion du pays. Alors d'introduire la Pologne auprès des Français. Vous êtes le VRP de la Pologne en France? Un peu, j'assume cette fonction en faisant très souvent les conférences, en faisant très souvent aussi les interviews pour la presse, en faisant des ouvertures, des manifestations polonaises, en parlant, présentant la Pologne d'aujourd'hui. Mais ça implique beaucoup de voyages entre la France et la Pologne, ou vous restez majoritairement en France? Je reste majoritairement en France, mais ça veut dire que ça implique beaucoup de voyages en France, à l'intérieur de l'Hexagone, entre les Pyrénées et Pas-de-Calais, comme entre la Méditerranée et la Bretagne. Alors j'essaye d'être aussi très présent dans le terrain. Est-ce qu'il y a un parcours type pour devenir ambassadeur, en fait? Si votre fils ou votre fille vous dit « moi je vais être ambassadeur plus tard », il faut qu'il fasse quoi comme étude exactement? J'appartiens à cette génération des Polonais qui n'ont pas fait de carrière TUP, parce que la Pologne connaît son indépendance et la souveraineté d'il y a une quinzaine d'années. Bah oui. Alors, vous avez un parcours un peu spécial, donc, en fait. Et mon parcours est très loin d'un parcours classique dont connaissent les ambassadeurs de France ou des ambassadeurs des pays où il y a une histoire administrative normale avec des promotions, avec des formations des gens. Et pour mes enfants, je l'espère qu'ils connaîtront aussi des parcours plus classiques, des parcours qui ne seront pas plus marqués par des révolutions, par les bouleversements politiques de type majeur. On a réussi à remettre la Pologne sur la carte de l'Europe de la façon on l'a souhaité auparavant. Alors maintenant,
c'est de suivre un parcours plutôt classique. Alors votre parcours, vous, il est passé par Prague, par Ljubljana. Vous avez été ambassadeur en République slovène et en Bosnie-Herzégovine. Vous êtes revenu en Pologne où vous vous êtes occupé de politique européenne, puis en France depuis 2001. La Bosnie-Herzégovine, on va en parler 2 petites secondes. Vous tenez un petit objet dans vos mains qu'on va montrer, qui ressemble à une balle. Oui. Qui ressemble quoi? Une balle de... C'est une balle de mitraillette, rassemblée à Sarajevo sur les terrains d'une école. Une école qui se situe dans des faubourgs de Sarajevo, faubourg Dobrinja, partagé entre les Serbes et les Bosniaques, où le terrain de l'école a servi vraiment d'un champ de combat pendant des mois, où il y avait plusieurs personnes tuées. Et j'étais à Sarajevo, sur le terrain de cette école abandonnée en ruine en l'an 1996, avec l'espoir de pouvoir reconstruire à travers l'école, à travers des écoles de tolérance, nous l'avons appelé un programme les écoles de tolérance, de rassembler à nouveau les enfants de deux côtés de la barrière de la guerre. Les Serbes, les Bosniaques, les Croates, pour à nouveau introduire dans une école qui était fréquentée par les enfants des quartiers sans pour autant se poser la question sur la nationalité. Et malheureusement, en 1996, ça n'a pas marché. Pour voir et pour un peu retenir ces moments de désespérance de cette destruction sociale, mentale et politique de Bosnie-Herzégovine, je rassemblais un peu par terre les objets qui témoignaient de la guerre, qui témoignaient vraiment de violence de cette ville. Et qui témoignent aussi de l'espoir, malgré tout, que vous avez. Voilà. J'avais, mais c'était la confrontation entre les désespoirs et ce qui était malheureusement encore la réalité de ce pays et qui se situe en plein cœur de l'Europe et où nous étions témoins vraiment d'une guerre qui était une guerre très stupide, une guerre avec que de perdants sans les gagnants. Je vous remercie beaucoup. On a commencé à parler de votre métier d'ambassadeur. Tout au long de cette semaine, on va continuer d'en parler, puis on va apprendre à vous connaître, vous, personnellement. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci. Les 7 et 8 juin 2003, la Pologne approuvait par référendum son adhésion à l'Union européenne, ce qui devint une réalité le 1er mai 2004. Forte du succès économique qui a marqué la dernière décennie, la Pologne compte bien être un acteur essentiel de l'Union européenne et devenir l'un des piliers principaux de la politique orientale européenne. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez beaucoup œuvré pour que la Pologne prenne conscience de l'enjeu européen. Cette adhésion à l'Union européenne, vous l'avez vécue comme une victoire ? Comme une victoire, plutôt comme réalisation d'un rêve. Les Polonais ont eu toujours cette conviction que nous, de par la culture, de par notre attachement, nous appartenons à ceux qui étaient l'ensemble des familles des nations et des pays européens. Mais pour la raison de ce système imposé par Yalta, pour la division de l'Europe, Rideau de fer nous a mis dans un contexte non voulu par les Polonais, mais imposé par les puissances. Et notamment, on se retrouvait dans le système soviétique contre la volonté des Polonais. Et l'entrée dans l'ensemble des pays qui ont connu ce chemin de l'intégration européenne après la Deuxième Guerre mondiale était un désir de la plupart des Polonais. Et pour moi, l'Europe était d'abord une sorte d'un rêve de jeunesse, un engagement scientifique et puis aussi un engagement politique. Alors, tous les différents éléments ont joué pour que au moment qui s'imposait à nous politiquement, je me suis engagé pour travailler, pour œuvrer afin que la Pologne devienne membre de l'Union européenne.
Alors vous dites que les Polonais avaient cette fibre européenne depuis fort longtemps, ça se traduit aussi dans les arts et vous nous avez amené un petit livre de recueil poétique de poèmes polonais, heureusement pour nous traduit, Oui. traduit en français. Et le poème que vous avez choisi justement a trait à l'Europe. Comme quoi c'est une préoccupation même des artistes, cette Europe. Oui, c'était une préoccupation des artistes qui, toujours, c'est la vocation des artistes un peu, de dévoiler ce qui était couvert, alors de prévoir peut-être le déroulement futur. Et une des femmes poètes contemporaines qui vit, Julia Hartwig, a fait un poème dédié à l'Europe. On vous écoute. Nous sommes pour toi. Nous sommes pour toi, Europe, une réserve de l'histoire. Avec nos idéaux démodés, avec nos scapulaires dépoussiérés, avec les chansons que nous entonnons. Le meilleur de ceux que nous possédons, nous l'offrons aux dragons de la violence et de la contrainte. Les jeunes garçons, les plus belles filles, les meilleurs esprits, les talents les plus prometteurs, une offrande de fleurs, de croix, de monts. Les gartères insouciants du sérieux, inlassables propagateurs de l'espoir, héritiers de la rhétorique natale, qui nous va comme un gant alors que hier encore, elle nous semblait quelque peu étroite. Je pense que ce poème traduit très bien cette ambiance de la génération comme moi, des gens qui ont connu le communisme. Qui ont connu d'être privés de la démocratie, d'être privés de la possibilité de la libre activité politique et publique, et puis qui étaient confrontés avec ce choix politique et qui ont eu cette chance de nous engager, de faire de notre talent aussi une sorte de l'offrande pour la Pologne et pour l'Europe. Et justement, alors là, c'est dit d'une manière très poétique, ça parle de culture, ça parle de tout ce que peut offrir la Pologne. Qu'est-ce que, à votre avis, la Pologne peut apporter à l'Union européenne, peut-être sur un plan plus économique, plus politique, etc. La politique, aussi l'économie, sont aussi une sorte de traduction des convictions. Alors, il y a cette passage qui est très intéressant de sortir d'un pays qui ne connaît pas de liberté vers les libertés. Alors les attachements aux libertés, c'est quelque chose qui est essentiel aussi pour la vie politique comme ainsi pour la vie économique. La Pologne apporte, avec peut-être les autres pays de l'Europe centrale, une sorte d'une nouvelle dynamique. Alors nous sommes, sur le plan économique, beaucoup plus pauvres dans ce qui est les PIB par rapport à la plupart des pays des 15 anciens membres de l'Union européenne. Mais ce n'est pas moi, c'était des gens plus conscients de l'Europe qui disaient toujours que la plus grande richesse de l'Europe, ce sont les hommes, ce sont les femmes, ce sont les Européens. Alors nous apportons plus que 70 millions des Européens vraiment convaincus. On dit très souvent que l'Europe, c'est un objet de désespoir pour ceux qui l'avons depuis des décennies, un objet de désir pour ceux que n'arrivons pas encore à être déçus par l'Europe. Nous sommes toujours ceux qui sont portés par l'espoir, par cette volonté de faire dynamiser l'Europe et de faire davantage par rapport à ce qui était fait à partir des années 50. Alors d'arriver à beaucoup plus de cohérence, arriver aussi à ce qu'il y ait une conviction auprès de nos concitoyens que l'Europe est utile, que l'Europe est nécessaire et que l'Europe peut nous assurer dans ce qui est essentiel, la paix, la stabilité et aussi une sorte d'un cadre pour bien valoriser et maîtriser le potentiel des gens. Très bien, on en aura un petit peu appris plus sur le rôle de la Pologne dans l'Europe. Merci de nous avoir éclairé sur ce point-là, Monsieur l'ambassadeur.
Issu d'une famille bourgeoise polonaise, il a grandi entre un papa ingénieur en bâtiment et une maman psychologue d'enfance. Il a également grandi dans un pays en pleine mutation. Un pays qui a vu l'un de ses enfants devenir pape, un pays qui est sorti du communisme, qui est entré dans l'Union européenne. Autant de bouleversements qui ont des répercussions importantes dans une vie privée et notamment dans la sienne. Mais avant de parler de l'ambassadeur qu'il est devenu, nous allons parler du petit enfant polonais qu'il était. Ça vous fait rire, monsieur l'ambassadeur? Oui, parce que cette enfance ne me semble pas si éloignée. Elle était vécue dans un cadre relativement heureux pour la Pologne. La Pologne a connu, lors de 2 derniers siècles, chaque génération des hécatombes des gens. Mais pas chez vous. Mes parents ont connu dans leur enfance la guerre, même qu'ils étaient nés juste après la guerre. La première et la deuxième, c'était le sort de beaucoup des Européens. Et aussi, ils étaient issus de familles où c'était les frontières, l'État qui changeait, les gens restaient sur place. Et de ce fait, pour illustrer un peu l'histoire de l'Europe centrale, mon arrière-grand-père était un citoyen français, sujet de l'empereur autrichien, de pur souche à lui, de nationalité purement polonaise. Ça donne des familles très compliquées. Ça démontre un peu à quel point les mutations étaient une sorte de réalité de l'Europe centrale où les frontières n'étaient pas fixées, où elles changeaient des rois, et notamment la Pologne qui était, lors du XIXe siècle, partagée entre 3 pays voisins, la Prusse, la Russie et l'Autriche. Et alors, le petit Polonais que vous étiez, revenons un petit peu à ce petit garçon, il a vécu une enfance heureuse? Oui. A priori, oui. Avec papa, maman. Avec papa, avec une famille complète. Voilà. Une maman psychologue pour les enfants, enfin, c'est de l'enfance, ça doit imprégner quand même une vie. Ça imprègne non seulement par la formation, mais aussi par les engagements de ma mère, malheureusement décédée il y a 7 ans et demi, parce qu'elle était toujours engagée pour assister les enfants des familles excluses. Alors des familles des marginaux, et on a plaisanté qu'elle a passé plus de temps avec les enfants des autres qu'avec les siennes, avec nous. Mais cette conviction d'être engagé auprès d'autres, et non seulement d'être heureux dans le petit limite de la famille, et aussi de prendre toujours en considération qu'il y a des autres et qu'il faut partager la vie, qu'il faut partager le temps, qu'il faut partager les gestes. D'avoir une ouverture. D'avoir une ouverture, c'était un engagement qui m'a imprégné beaucoup dans ma vie. Je suis très, très reconnaissant à ma mère qu'elle m'a introduit dans cette mode de pensée, de fonctionnement. Le petit Jan Tombinski, il ne voulait certainement pas être ambassadeur, il n'y pensait même pas, il voulait faire quoi? Comme chacun gamin, à l'âge de 10 ans, on voulait être sportif, on voulait être... Vous étiez très sportif, vous, hein, vous avez été vice-champion oui, de quoi, de fleuret, de sabre? De fleuret, de sabre. De fleuret, de sabre. Alors c'était mon engagement de l'enfant, mais en famille, on a mis un accent très fort sur la connaissance du monde, sur la connaissance des langues, sur une certaine ouverture culturelle. J'hésitais entre différents chemins et parcours professionnels. Finalement, je choisis d'abord... La rébellion dans une famille d'ingénieurs. La rébellion, et je suis passé vers un parcours plutôt humaniste, disons, dans le sens de ce mot d'aller vers une philologie allemande, vers la germanistique, et puis vers l'histoire, avec beaucoup des engagements sociaux aussi qui accompagnaient tout mon parcours d'étudiant et puis d'enseignant à l'université. D'ailleurs, vous avez écrit quelques livres dans ce sens-là, qui sont plutôt tournés vers l'Allemagne et vers l'histoire. On va revenir encore au petit garçon que vous étiez. Quand vous pensez à votre enfance, est-ce qu'il y a un parfum particulier qui vous revient en mémoire?
ou dans les narines? Il y a un parfum particulier que c'était beaucoup plus difficile, peut-être chez nous qu'ailleurs, de tirer des convictions. Alors, il fallait être très engagé auprès de la famille, à l'écoute de ce qui nous a été passé par les générations, que l'enseignement à l'école. Alors, il fallait vraiment accompagner l'enseignement à l'école, qui était l'enseignement idéologisé par le communisme, bien sûr, par toutes sortes de ceux qui étaient les autres sources de l'enseignement, notamment la tradition de la famille, mais aussi l'histoire, un engagement qui nous a toujours invités à comparer ce qui était imposé par la politique officielle avec ce qui étaient les valeurs enseignées par l'Église, par la famille, par la lecture. Alors, des esprits très critiques toujours et très méfiants, très soucieux à l'égard de ceux que sont les vérités imposées dans l'espace public. Vous lui diriez quoi au petit Yann si vous pouviez le rencontrer là, aujourd'hui dans la rue? De ne pas perdre le temps, alors de se dire toujours qu'on ne peut pas refaire la vie, qu'il y a certes le temps d'un enfant de jouer, de se battre, mais de très bien gérer les temps et de très bien mettre entre ses propres mains son destin, de s'intéresser dans toutes les directions, mais à la condition qu'il y a un vrai intérêt de se développer à travers l'intérêt. Très bien, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci. Toute fidélité humaine est fragile et imparfaite. Seul Dieu est totalement fidèle. Et pourtant, nous sommes tous appelés à la fidélité, une valeur qui s'enracine dans une décision à l'égard de quelqu'un, d'où le caractère inconditionnel, et qui s'inscrit dans la durée, car la fidélité nous invite à tenir ensemble passé, présent et avenir. Un peu de ténacité et de persévérance sont bien utiles pour répondre à l'exigence de la fidélité. Monsieur l'ambassadeur, vous vivez comme ça l'exigence de la fidélité? Oui. Oui, parce que fidélité n'est pas facile. D'abord, il faut avoir des convictions, il faut avoir des points d'accroche pour y être fidèle. Dieu, la religion, la confession, c'est déjà un point d'accroche, mais il y a des gens. Il faut être fidèle aussi aux gens et démontrer cette fidélité à travers les gestes. Ce n'est pas simplement une fidélité, disons, platonique et qui se cache dans le cœur, mais qu'il faut la vivre chaque jour. Et ça s'explique d'abord à travers la vie de famille, qu'on tient à ce que la famille est vraiment un socle pour un paysage pour s'exprimer comme les êtres humains, et puis aussi à l'égard des gens que nous entourent. Si nous sommes dans une relation d'amitié, il faut être fidèle, et indépendamment aussi des choix politiques de gens. Je suis toujours un peu malade de voir à quel point les gens qui étaient liés par des liens d'amitié auparavant brisent les amitiés pour avoir fait des choix différents dans la politique. Nous essayons avec ma femme, chaque fois nous sommes en Pologne, de rassembler nos amis sans regarder pour autant les différentes options politiques qui s'expriment aujourd'hui, parce qu'il y a tant de choses qui nous ont liés auparavant qu'on ne peut pas aujourd'hui se dire alors c'est fini, on efface le passé parce que les choix d'aujourd'hui l'imposent. Non, ça il faut vraiment. Est-ce que dans votre définition de la fidélité, il y a une notion de sacrifice aussi? De sacrifice aussi, parce que j'ai appris avec mon parcours que une des valeurs ou un des éléments le plus manquant dans la vie, c'est le temps.
Alors, pour la fidélité, il faut toujours, pour exprimer la fidélité, il faut toujours trouver le temps. Parce que même pour le petit geste, pour le petit mot, pour une attention, il faut le temps. Et il faut sacrifier ce temps à ce genre, parce que ce temps est toujours une sorte de sacrifice à l'égard des autres. Et en même temps, la durée dans la fidélité, elle est un piège parce qu'elle use, elle use l'enthousiasme, elle use l'espérance aussi. Non, non, pas autant. Alors il faut s'alimenter mutuellement dans cette fidélité. Si vous avez une ouverture, si vous avez vraiment une confidence totale à quelqu'un, ou une confidence, même pas totale, mais une confidence qui se base, confiance, qui se base sur le parcours d'auparavant, alors ça vous permet à trouver toujours l'enthousiasme, à toujours trouver des petits projets pour l'avenir, ouvrir les nouveaux horizons. Quand vous avez choisi cette valeur, la fidélité, vous ne m'avez pas dit seulement fidélité, vous m'avez dit aussi ténacité. Ouais. Car on ne peut pas changer vos points d'ancrage dans la fidélité. Il faut, si vous êtes sûr de ce qui sont les valeurs de cette fidélité, il faut vraiment les travailler. Il ne faut pas se laisser porter par une sorte des vagues qui vous passent et vous chalutent d'un côté à l'autre. Alors il y a une ténacité vraiment qui permet aussi à surmonter les temps difficiles, à surmonter même les manques, peut-être des enthousiasmes, mais il faut le travailler. C'est pas quelque chose, la fidélité n'est pas donnée, elle reste entre vous. Il faut la travailler aussi. Alors, ce qui est très agréable à vous entendre, c'est que souvent quand les gens choisissent comme valeur, comme vous, la fidélité et viennent s'asseoir dans ce siège, ils parlent souvent avant tout de la fidélité à eux-mêmes, et en sous-entendant que leur petit moi passe avant tout le reste. Et vous parlez plutôt d'abord avant tout de la fidélité aux autres, quitte à, entre guillemets, s'écraser soi-même pour rester fidèle. Peut-être c'est dû à mon parcours, car je n'avais pas autant de problèmes avec moi-même, pas des grandes révoltes et des changements aussi de mon parcours, car très souvent les gens qui ont des problèmes avec leur propre choix ont des problèmes avec la fidélité par rapport à soi-même, parce qu'ils se perdent très souvent si on change le point de repère. Bah, heureusement, je peux lui dire que j'étais épargné de cette difficile épreuve et que je n'ai pas ressenti vraiment ce problème de la fidélité par rapport à moi-même. Très bien, ben voilà qui est très clair. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Merci. La famille est un lieu privilégié d'identification, d'humanisation, de personnalisation, un lieu où l'homme advient à son être et à son destin, un lieu de grande joie et de grande peine, de déchirure et de rencontre, de violence et de tendresse, et dans tous les cas, un lieu unique où peut se développer l'amour. La famille, c'est un thème que vous avez choisi et que vous connaissez bien, Monsieur l'Ambassadeur, vous qui avez une épouse et 9 enfants. Oui, une épouse et 9 enfants. De 5 mois à 16 ans. Oui, et une famille de joie. C'est vraiment notre choix avec ma femme qui a tant d'amour pour accueillir tous les enfants, de toujours trouver le temps, la passion et l'amour pour accueillir chaque nouveau enfant. C'est quelque chose vraiment qui nous donne beaucoup de bonheur, même que si accompagné par un travail énorme. Je comptais un jour les kilogrammes de la nourriture qui passent à travers les mains de ma femme. Et on arrive très rapidement aux tonnes au bout de 3-4 mois. Alors, c'est vraiment un travail, un très très grand travail. Elle n'a pas un métier à côté.
Elle a fait son doctorat, sa thèse en linguistique comparée, mais elle ne travaille pas maintenant professionnellement, mais elle était enseignante jusqu'à l'arrivée de notre sixième. Ah, quand même. Alors, quand même, oui. Et maintenant, elle a un travail plus que de 8 heures par jour avec la famille. Oui, une héroïne, quoi. Oui. Et vous avez toujours voulu, tous les deux, une famille nombreuse ou vous y êtes toujours dit, tiens, allez, on va en faire 9 ou 10? On n'a pas fait reçu comme un tant don. des projets, des plans précis. On s'est dit, nous voulons avoir plusieurs enfants. Et puis, grâce à Dieu, les enfants arrivent sans des grands problèmes de la santé. Ma femme supportait bien des grossesses. Alors, on n'a pas des hésitations pour avoir des enfants. C'est toujours avec le bonheur que nous accueillons le nouveau sans se dire les chiffres, sans s'élancer. C'est toujours un don de Dieu. Il faut l'accueillir ainsi. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre dans cette famille, que vous souhaitez transmettre à vos enfants? Si on devait en citer une, deux ou trois prioritaires, on va dire. Prioritaire, c'est le respect par rapport aux autres, les valeurs de partage aussi avec les autres. Et les enfants sont engagés, emmenés à partager chaque jour l'espace comme les objets. Et troisièmement aussi, la foi et une fidélité dans cette foi et cette aussi vision qu'il faut travailler la foi, qu'il faut travailler ses relations avec les propres. Et pour l'instant, avec les enfants qui sont adolescents, ça fonctionne encore la foi ou... Ça fonctionne encore, oui. Ça fonctionne encore. On va avoir des lettres pour que vous donniez la recette. Mais chacun va passer par les épreuves. Chacun doit renforcer aussi sa foi par des épreuves. C'est pas pour chacun que c'est donné, ça reste ainsi, on est tranquille, on est réconforté parce que ça vient du ciel. Il faut aussi passer par tous les doutes, par toutes les questions, par une confrontation aussi avec la réalité qui ne suit pas toujours les règles de la foi, pour renforcer ses propres valeurs, ses propres convictions. Mais pour nous, ce n'est pas à donner les leçons, c'est de préparer les enfants et les leçons, ils vont le faire seuls. Pour vous qui vivez en France depuis quelques années, mais qui êtes polonais, vous voyez des différences entre la famille polonaise et la famille française, ou dans la manière du moins dont elle est considérée? Ça dépend toujours des milieux, oui, parce que on ne peut pas généraliser ces comparaisons. Certes, il y a ce qui est une grande source de préoccupation dans toutes nos sociétés, c'est le rôle de père dans la famille, parce que avec notre travail, nous sommes rarement accessibles aux enfants. Les enfants ne savent très bien, même les métiers, parce que les métiers sont très souvent éloignés de la réalité quotidienne, sauf si on est un mécanicien des voitures ou on fait quelque chose qui se laisse facilement présenter aux enfants. Alors il faut aussi travailler ce rôle de père de famille, pour que les enfants valorisent aussi le travail de père et qu'il n'y a pas cette rupture entre les générations. Et alors, est-ce que vous êtes un bon père de famille, monsieur l'ambassadeur? Ce n'est pas à moi de juger, c'est plutôt demander mes enfants. Oui. Et ils me font très souvent des reproches pour manque de temps. Je peux leur consacrer. Parfois, ils me passent le coup de téléphone au travail. Nous voulons au moins entendre ta voix et mon cœur se fonde tout de suite parce que ce sont vraiment des signes que je dépasse ce qui est la tolérance des enfants par rapport à mon rôle comme père. Alors il faut vraiment chercher à trouver cet équilibre entre ce qui sont les exigences de travail et ce qui est peut-être plus fondamental. Le passage des exemples, le passage aussi
de la présence de père au sein de la famille. C'est bien parce qu'avec 9 enfants, on pourrait penser que vous êtes vraiment un papa professionnel et vous nous dites non, j'ai encore à apprendre. Ah oui, ça laisse de on l'espoir. apprend énormément des enfants. Oui. Et les enfants vous mettent très souvent à plat avec vos différentes visions de votre rôle. Et d'un coup, il y a une question, il y a quelque chose qui se passe. Et il faut vraiment apprendre aussi parfois des humiliations à l'égard de ce que sont nos visions de nous-mêmes. Alors les enfants nous permettent aussi très souvent à garder pied sur terre. Oui. Vous savez quoi, on va dédier cette conversation à votre famille puis à tous les papas qui nous regardent. Ça leur fera chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci. Il appartient à la génération Jean-Paul II d'une manière totalement privilégiée. Polonais, originaire de Cracovie, il a été confirmé en 1972 par l'archevêque de la ville, un certain Karol Wojtyła. Alors on sait que les Polonais sont profondément ancrés dans la religion catholique et que Jean-Paul II leur a redonné confiance en eux, au point qu'ils sont beaucoup moins frileux que nous lorsqu'il s'agit d'exprimer leur foi. C'est vrai, ça, monsieur l'ambassadeur, les Polonais... Non, je me méfie des opinions, des jugements très généralisés parce que ce que je vois en France, dans les milieux des gens qui sont croyants, je dis très souvent aux Polonais que je croise qu'il faut prendre l'exemple des Français vraiment. tiens donc. Quand il y a des familles, quand il y a des milieux de gens qui sont vraiment dédiés à vivre leur vie comme les croyants, alors ils sont vraiment parfois exemplaires. Alors méfions-nous de toutes sortes de clichés, de stéréotypes. Et pour nous, en Pologne, ces années 60-70 étaient des années très difficiles, car avec la normalisation communiste, avec une très forte pression de même les services spéciaux engagés contre l'Église, on a vu un peu cette voie de laïcité, mais forcée laïcité anti-religieuse, laïcité totalement différemment comprise comme celle en France, pas une impartialité de l'institution d'État à l'égard des différentes religions, des différentes confessions, mais laïcité au nom de laquelle on a tué, on a arrêté, on a persécuté les croyants, les prêtres, les évêques. Alors c'était une grande différence. Alors évidemment que la nomination de Jean-Paul II comme pape a changé beaucoup de choses en Pologne. Dans votre vie personnelle à vous, qu'est-ce qu'il a changé cet homme-là? Et dans votre vie de croyant? C'était aussi une sorte de fidélité. Nous, je pars de cette génération des gens qui ont vécu un peu de la même manière, de la même façon, son élection. Il est une obligation à être fidèle à ceux qu'il nous a légués comme son témoignage. Son témoignage qui est extraordinaire. Alors, dès sa première apparition dans la fenêtre sur la place Saint-Pierre à Rome, il a su déjà prononcer les mots qui ont cadré le pontificat. N'ayez pas peur, ouvrez grandes les portes de vos cœurs en Jésus et n'ayez pas peur. Et ces mots-là vous accompagnent? Ça nous accompagne. Ça nous accompagne. Pour nous, son parcours par la Pologne lors de la première visite, 79, était une invitation à vraiment n'avoir pas peur et de prendre notre destin entre nos mains et de ne prendre pas les choses imposées comme les choses qui ne peuvent pas être changées. Alors c'était vraiment une invitation vraiment qui tient jusqu'au toujours, parce que nous sommes les maîtres de notre destin et il faut bien travailler notre vie, être responsable pour notre vie. Ce qu'il nous a aussi imposé avec le changement de régime, avec son avènement,
était toujours une leçon qu'il n'y a pas une liberté sans la responsabilité. Oui. Il a mis dans une sorte d'équation les deux valeurs, liberté et responsabilité. Et c'est aussi pour les gens qui s'engagent dans l'espace public, dans la vie publique, c'est aussi une sorte de memento. Alors, vous êtes libre, mais soyez responsable. Et si vous êtes acteur public, soyez responsable pour l'ensemble. Et justement, alors vous qui êtes ambassadeur et en France depuis 5 ans, est-ce qu'il est facile de témoigner de votre foi via votre métier? Il me semble que oui, parce que les gens, en fait, les gens veulent voir quelqu'un qui présente non seulement par parole ses convictions, mais aussi par la vie. Alors, une identité et une intégrité personnelle jouent énormément pour la vie publique. Je sais au moins, je ne sais pas à quel point je le réussis, de démontrer ce que je dis, je le vis aussi, j'essaie d'appliquer dans l'espace public. Même très souvent dans la vie publique, on prétend de voir qu'il y a très souvent les détournements de sens, les petits mensonges. Ça, il faut vraiment se méfier, il faut être vraiment guidé par les 10 commandements et d'être dans le cadre de ce qui vous permet à toujours avoir cette appréciation auprès des gens que vous représentez quelque chose, vous représentez un courage, des valeurs. Alors, dernière question. Benoît XVI est attendu en Pologne au mois de mai. Il semblerait qu'il soit en train d'apprendre le polonais, a priori. Il a déjà fait quelques petites allocutions en polonais pendant les audiences générales ou les Angélus. J'imagine que vous allez suivre l'événement de près, même si vous ne pourrez pas forcément être en Pologne, mais c'est un événement quand même. C'est un grand événement pour les Polonais, car on a accueilli le choix de Benoît XVI avec beaucoup d'espérance et beaucoup de joie en Pologne, après le décès de Jean-Paul II, mais ce décès qui était déjà prévisible et dont on était préparé. Le choix de Benoît XVI était vécu par les Polonais comme une sorte d'une continuité spirituelle de pontificat de Jean-Paul II. Et Benoît XVI est très bien vu en Pologne. J'aurais aimé d'être en Pologne et de vivre ce moment aussi dans cette ambiance qui ne se laisse pas transmettre à travers les médias, à travers l'écran de la télévision. Mais je ne sais pas à quel point je peux réussir. Mais j'ai toujours dans ma mémoire le dernier passage de Jean-Paul II par la France à Lourdes en août 2004. Cet homme déjà fragile, mais qui nous donnait une sorte de catéchèse de mourir. Comment vivre toutes les différentes périodes de la vie. Alors, il a présenté aussi par tous ses efforts de vaincre la maladie, de vaincre la faiblesse, que même l'âge de quelqu'un qui est au bout de ses forces a un message à passer aux autres. C'était quelque chose d'extraordinaire de voir aussi à quel point c'était accueilli par le jeune. Ça a été aussi bien compris par tous ceux qui étaient autour de lui. Même les faiblesses étaient pour les gens aussi les signes, mais l'esprit le porte, que c'était l'esprit qui portait le corps. Merci beaucoup pour cette évocation de Jean-Paul II, puis de votre croyance aussi. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Ils étaient plusieurs milliers de personnes place Saint-Pierre le 19 octobre 2003 pour la béatification de Mère Teresa. Cette femme exceptionnelle, issue d'une famille de paysans catholiques albanais,
a été attirée très jeune par la vie en communauté religieuse et est entrée alors dans la confrérie de Notre-Dame de Lorette. L'ordre l'a envoyée étudier à Dublin, puis au Bengale, où elle a appris vraiment la réalité de la vie quotidienne des missionnaires. Mais c'est en Inde qu'elle s'est installée, qu'elle a pris le nom de Mère Teresa et qu'avec l'autorisation du Vatican, elle a fondé le nouvel ordre des Sœurs missionnaires de la Charité. Sa silhouette identifiable entre toutes et surtout ses œuvres humanitaires en font une des personnalités les plus considérées du monde. Et c'est à elle, monsieur l'ambassadeur, que vous voulez rendre hommage, à Mère Teresa, que vous avez croisée furtivement. Furtivement. Expliquez-nous les conditions de cette rencontre. J'étais jeune boursier de l'université de Cracovie à Vienne en 1988, accueilli par une fondation catholique Ianineum. Et quand Mère Teresa est venue à prononcer une conférence au siège de l'ONU à Vienne. Et moi, je reçus une invitation un peu par hasard Est-ce que le hasard existe vraiment d'être dans l'assistance pendant cette conférence. Et ça reste pour moi un des souvenirs les plus forts, les plus marquants de ma vie. De voir toute une salle remplie de différentes personnalités où d'un coup passe comme une sorte de courant électrique. Quelqu'un entre, on ne voit pas la personne parce qu'elle était très petite, c'était un petit bout de femme, entourée des différentes personnalités. Mais au moment où elle entrait dans la salle, il y avait un silence. Même comme les personnes ne savaient pas qu'est-ce qui se passe, on se tourne vers l'entrée, on voit qu'il y a un groupe de gens qui se poussent. Et au milieu de ce groupe, on voit finalement Mère Thérèse. Elle s'assoit et je pris, je ne sais pas, un courage ou un coup de courage de m'approcher et de la saluer et de lui remercier de ce qu'elle fait. Et je ressentais chaleur de main incroyable, comme quelque chose qui... Elle vous a tenu les mains? Oui, chaleur de main de Mère Thérèse. Je toujours ressens un peu des émotions en évoquant ce moment. Et en elle, dans cette personnalité simple, modeste, qui se donnait complètement aux autres, j'ai vu ce courage, comment peut-on vraiment vivre la vie qui est un sacrifice de sa propre personnalité pour les autres, sans pour autant perdre la personnalité, parce que c'était la personnalité qui faisait le travail. Et pour moi, né dans les contextes polonais, c'était aussi une sorte de valorisation du rôle de femme dans la société et du rôle de toutes les mères polonaises. La Pologne a connu lors des différents siècles des hécatombes des hommes. Et c'était les femmes qui portaient d'une certaine façon le destin de la Pologne. Et ça explique aussi une sorte de culte à l'égard de la Vierge en Pologne, comme une personnification des femmes et des mères. Et on perd très souvent de vue que dans ce pays où les hommes étaient soit engagés dans les guerres, soit emmenés en exil, soit capturés et emprisonnés ou évacués vers la Sibérie, c'était les femmes qui portaient les développements économiques, qui éduquaient les enfants et qui assuraient la survie des nations. Mère Thérèse me reste vraiment toujours un peu... l'image de Mère Thérèse reste toujours devant moi comme une inspiration. Alors elle a dit des phrases qui sont restées à la postérité. La vie est une chance, saisis-la. Ce sont des phrases qui vous parlent particulièrement? Oui. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Ce sont des phrases qui vous accompagnent? Non, pas les phrases, parce que pour la vie, on peut même citer Leonardo da Vinci qui disait
saisissez votre chance du front parce que de derrière, elle est chauve. Alors, il y a des citations qui sont très marquantes, mais c'est plutôt cette personnalité, l'exemple, ce chaleur, les convictions de la personne qui a su vivre la vie vraiment comme une vie dédiée aux autres et aux dieux. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et on a dans chacun de nos métiers, dans chacun de notre vie aussi la chance de vivre notre vie dignement et aussi en donnant aussi l'appui aux autres. Je trouve que c'est très bien d'avoir terminé cette émission en évoquant la belle figure de Mère Teresa. Je vous remercie d'être venu nous parler de votre métier d'ambassadeur et puis de votre vie aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? D'avoir la chance de peut-être me retrouver avec la famille dans un contexte où la vie nous engage à vivre peut-être les moments des épreuves historiques, mais en restant toujours ensemble, en faisant toujours de notre vie un engagement pour les autres, un engagement pour ce que sont nos convictions. Alors, on va terminer avec une phrase de Mère Teresa dans ce sens-là. Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Je sens que ça va vous plaire. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Au revoir. Merci, au revoir.